pour collaborer avec les scientifiques norvégiens et italiens. Mais ce qui est très intéressant avec Esdalen, c'est qu'on a un véritable laboratoire grandeur nature où on peut venir, puisque ces phénomènes sont répétitifs. Il y a à peu près une trentaine d'observations chaque année. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire pourquoi dans certaines régions du monde, il y aurait comme là beaucoup plus de phénomènes d'apparition qu'ailleurs. Mais là, on ne sait absolument pas s'il s'agit de soucoupes volantes, d'autres choses ou d'ovnis. Ça peut être des phénomènes... Là, pour le coup, c'est un phénomène aérospatial non identifié. Ça, voilà, c'est exactement ça. Bon, avec la possibilité, avec l'écho-radar et le fait qu'il y ait quand même quelque chose de peut-être solide. Mais pour beaucoup de scientifiques aujourd'hui, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on parle plutôt de phénomènes de plasma, donc de naissance un peu comme une petite étoile. Mais moi, je pense que dans l'ensemble des phénomènes ovnis, je pense que la physique nous apportera énormément de choses. Enfin, sans rentrer dans les détails, mais tout ce qui est physique quantique et tout ça ouvre des portes aujourd'hui qui sont immenses. Ça permet, on parle d'univers parallèles ou de choses comme ça. Mais quand justement vous avez un scientifique devant vous, je vous dis, qui a fait énormément de recherches, qui a priori a publié énormément, qui a travaillé beaucoup, qui lui dit clairement la probabilité la plus forte de ce qu'on peut expliquer aujourd'hui, c'est extraterrestre. Est-ce que pour vous, en tant que journaliste, c'est une chose qui vous suffit ou pas? Clairement, voilà. Bah non, sinon je changerais de métier. Non, pour moi, il faut un peu plus d'éléments, donc j'ai envie de questionner. C'est ce que j'ai fait en partie dans ce film. D'ailleurs, j'ai été questionner des personnes qui ont vu... Mais à la fin, quand on voit ce film, la sensation qu'on a, malgré tout, c'est... Vous donnez pas de réponse, mais on sent quand même... Moi, je voudrais qu'on arrête de traiter ça, de tourner ça au ridicule à chaque fois. Donc, qu'on essaye de prendre conscience qu'il y a effectivement des phénomènes aériens non expliqués dans le ciel. Que ces phénomènes aériens, on sait que les 3/4, effectivement, sont ou des rentrées dans l'atmosphère ou des phénomènes naturels. Que derrière, il reste toujours une petite part irréductible et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser de manière... Jacques Rine, de Daniel Michaud, voilà, ce qu'on a pu entendre... De manière assez sérieuse. Et d'autres cas aussi où il y a justement confirmation radar qui sont quand même des cas assez tangibles. Et là, c'est vrai que ça mérite étude approfondie si on le peut. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Esdalen, c'est que là, justement, comme il y a une régularité dans ces apparitions, on peut se donner les moyens aujourd'hui. Ils ont déjà un certain nombre de moyens. Ils ont sur place, ils ont plusieurs laboratoires. Mais je veux dire, on peut amplifier ces moyens pour essayer de cerner un peu mieux, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le ciel là-bas. Gilles Pinon, vous vouliez intervenir, je vais à un moment vous regarder. Non, je voulais simplement dire que rien ne prouve, il est à mon avis un peu hasardeux de dire que l'Aden et les ovnis qui ont survolé les silos des missiles Minutemen américains en 1967 relèvent de la même explication. Certes, dans les deux cas, il s'agit de phénomènes aérospatiaux non identifiés, mais je ne pense pas une seconde qu'il s'agit de la même origine. Vous parliez justement d'affinité, j'allais dire, du phénomène avec le nucléaire. On se rend compte qu'après, et ça j'ai lu, c'est pas moi qui l'invente, après les premières explosions atomiques, donc Nagasaki, Hiroshima bien sûr, on a vu des survols, on a constaté des survols ostensibles très nombreux au-dessus des sites nucléaires, civils ou militaires. C'est vous, Christelle Seval, je vous ai entendu dire ça clairement dans une interview que vous aviez donnée. Est-ce que c'est un constat évident? Je ne suis pas un spécialiste de la question. Jean-Jacques Velasco, qui était l'ancien ingénieur chargé du GEPAN, enfin du CEPRA, a écrit un livre justement sur le sujet parce qu'il a bien vu la corrélation qu'il y a entre... Le GEPAN, donc je rappelle, le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà. Et donc il avait bien vu la corrélation qui existe entre le phénomène OVNI et le nucléaire, dans toutes ses formes. Effectivement, on peut citer par exemple la base de Malmstrom aux États-Unis, où il y avait ces fameux missiles Minuteman, et c'est étalé sur presque des centaines de kilomètres. Et il y a eu là effectivement un OVNI qui a complètement paralysé plusieurs silos. Il y a eu des enquêtes après techniques qui ont prouvé que l'arrêt total des missiles était totalement inexpliqué. Une question. Vous avez écrit un livre, Contact et Impact, qui prend l'hypothèse, pour le coup, d'avoir un contact direct avec un extraterrestre. On y va très clairement. Voilà, et vous imaginez toutes les hypothèses. Voilà. C'est l'hypothèse de départ. Qu'est-ce qui se passerait en cas de contact avec des extraterrestres intelligents? Alors j'imagine que Gilles Pinon, votre lettre qui s'adressait justement au président de la République, ce cas
que décrit Christelle Seval, c'est une des positions importantes que vous voulez essayer de faire. Oui, dans la lettre, dans l'étude que nous demandons, il faudra bien s'interroger sur la raison pour laquelle il n'y a pas eu contact. Et Christelle Seval et moi-même avons les mêmes conclusions finalement, c'est que si le phénomène n'est apparemment pas hostile, il est éminemment dangereux. Il est éminemment dangereux parce que s'il y avait un contact brutal auquel nous ne serions pas préparés, nous pourrions perdre la confiance que nous avons dans notre capacité à maîtriser notre avenir. Et ce choc culturel pourrait être très dommageable. Et alors il était intéressant, et Christelle Seval l'a fait, d'étudier les conséquences que pourrait avoir un tel contact, et on s'aperçoit qu'un tel contact serait éminemment dommageable. Alors, comment ça se passerait en fait ce contact? Dans votre analyse vous a poussé à quelle conclusion? L'histoire nous a appris que les civilisations primitives, exposées à des civilisations technologiquement avancées, sont vouées à s'effondrer. À juste titre, dans le langage, on dit le choc des cultures, le choc des civilisations. Eh bien, lorsqu'il y a un choc, la plus faible est extrêmement vulnérable. J'ai encore en tête ces photos qui ont fait la une de la presse il y a 1 ou 2 ans, qui montraient des Indiens d'Amazonie en train de tirer avec leurs arcs et des flèches sur l'hélicoptère qui survolait le village de façon tout à fait fortuite, quoi. Manifestement, ces Indiens n'avaient jamais rencontré d'homme occidental et de technologie, et c'était la première réaction qu'ils avaient instinctivement, une réaction de peur et de défense. Et il ne faut pas se tromper, nous sommes... exactement, nous sommes la tribu primitive, et aujourd'hui, nos arcs et nos flèches, ce sont nos avions et nos missiles. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de pilotes qui ont tiré sur des ovnis parce qu'on leur a donné l'ordre de tirer. Par exemple, Jean Kissling, qui a témoigné il n'y a pas longtemps, un pilote français. Donc, dit alors avoir eu l'ordre clairement de tirer sur un ovni. Il était instructeur aux États-Unis sur une base américaine. Ça se passait en 1945. Et on lui a donné l'ordre d'aller chasser des ballons-sondes suspects. Et lorsqu'il s'est approché des ballons-sondes, il a vu ceux-ci se transformer en disques. Et il a quand même tiré avec ses 8 mitrailleuses. Et il est revenu. Bon, maintenant, il témoigne. C'est dans une nouvelle association qui s'est créée, dans une association savante qui s'appelle... La 3AF. La 3AF, exactement. Et bon, il y a des tas de témoignages de pilotes comme ça qui ont tiré. Donc, nous sommes une tribu primitive. Ça veut dire que concrètement, le bilan est très négatif. Et encore une fois, vous dites que c'est pas hostile. Alors, je me mets dans l'hypothèse où les extraterrestres existeraient, qu'ils seraient vraiment dans ces fameux ovnis. S'ils avaient voulu nous détruire, ce serait fait depuis longtemps. C'est pas du tout le cas. Et en gros, il n'y a même pas d'issue, puisque vous dites clairement qu'on serait anéanti. Donc c'est un petit peu, dans cette hypothèse, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis toujours stupéfié de voir que on oublie toujours l'approche sociologique lorsqu'on aborde le phénomène OVNI. Or, l'approche sociologique a, par exemple, une réponse quasi évidente à la question récurrente qui est au cœur du débat quand même, qui est si les extraterrestres sont là, pourquoi ne se manifestent-ils pas ? Oui. Moi, je suis jaloux, j'en ai jamais vu. La réponse, c'est que notre civilisation ne le supporterait pas. Nous ne sommes pas capables d'absorber le choc culturellement. Jacques Rine. Ben oui, moi, j'ai un peu j'ai imaginé qu'on soit à la période des Gaulois, un Gaulois qui est dans son champ, à l'époque des Romains, et qui va passer un blériot. Tiens, c'est le 100e anniversaire de Blériot. Imaginons, mettons-nous dans la tête d'un Gaulois avec sa pensée politiquement correcte de l'époque, son analyse politiquement correcte de l'époque, il voit passer ça dans son ciel. Moi, dans mon expérience à laquelle je reprends de temps en temps, je dis, bon, moi j'en reste à l'objet volant non identifié, mais ça n'empêche pas de gamberger, on peut. Et là, après, ça devient un problème de foi, ça devient un problème de culture, c'est une réponse à une peur, c'est un espoir. Moi, je veux dire une chose, c'est que c'est quand même une déception pour moi qui suis dans la communauté scientifique de voir que les scientifiques qui ont les outils intellectuels pour s'approcher de ces choses-là sont les gens qui ont le plus peur. Moi, j'ai appelé ça la cosmotrouille, quoi. Ils ont une trouille pas possible, les scientifiques. Alors, pour en revenir à ces fameux contacts éventuels, sommes-nous prêts à un éventuel contact ? La réponse, c'est quoi? Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a eu des rapports. Par exemple, je cite le rapport du Brookings Institution qui a été commandé par la NASA et qui dit qu'en cas de contact, il y aurait un risque de bouleversement culturel, politique, social, religieux, scientifique, philosophique, et conclut par
des risques de révolution. C'est la peur. Bon, voilà. C'est notre incapacité à affronter un inconnu aussi immense.